Alors, à l'occasion de cette finale, le trio arbitral a été exclusivement français. C'est une consécration pour nos maîtres du jeu qui sont unanimement reconnus aujourd'hui comme des références mondiales. Parmi eux, vous le voyez, l'expérimenté Romain Poit, 2 Coupes du Monde à son actif, 10 tournois destination. Moi, simplement, mon père, qui était impliqué dans le comité Midi-Pyrénées, est venu me voir en me disant, voilà, est-ce que ça t'intéresserait d'arbitrer parce qu'il cherche des arbitres. J'étais encore joueur à l'époque en Crabos. Puis ça te permettrait de développer un petit peu ta formation de joueur, puisque avec la règle, on arrive à se développer aussi. Et accessoirement, comme j'étais capitaine de mon équipe, de comprendre un peu mieux les difficultés du rôle de l'homme en noir tout seul au centre du terrain. Donc, j'ai continué à jouer, je me suis pris au jeu, j'ai arbitré. À un moment marqué, puisque j'ai dû faire un choix, on m'avait gentiment invité à pas trop jouer puisque ça pouvait mettre en péril ma carrière professionnelle. Et l'arbitrage, ça a été un vecteur pour continuer à vivre cette passion et puis en arriver là où je suis arrivé aujourd'hui sans aucune espérance et objectif bien avéré. Ma foi, je trouve que le bilan est pas trop mal. C'est de sortir d'un engouement collectif, parce qu'on s'inscrit toujours dans un collectif, dans une équipe. Après, c'est aussi un vecteur social où on découvre des amis, on découvre des affinités, et de se retrouver un petit peu tout seul, devoir s'entraîner tout seul, il faut beaucoup de motivation, beaucoup d'abnégation. Et c'était peut-être la difficulté la plus importante à surmonter. Le sport, c'est l'école de la vie, mais l'arbitrage, c'est une école de vie, dans le sens où ça aide à grandir en tant qu'homme. On trouve des leviers qu'on ne trouve peut-être pas dans le monde de l'entreprise. Et la remise en question, la résilience, le don de soi, repousser ses limites, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait grandir. Et moi, si je faisais le bilan de ces 15 années, je me dirais que de là où je suis parti, de là où j'arrive, l'arbitrage m'a transformé. Mais j'ai envie de remercier l'arbitrage par rapport à cette forme de vie qui m'a impacté et qui a impacté mon caractère sportif, mais aussi mon caractère humain. Il y a des matchs qui marquent par leurs difficultés, il y a des matchs qui marquent par aussi leur réussite. Et moi, je me rappellerai pour très longtemps la finale 2011 de Coupe d'Europe, que j'ai eu la chance de diriger Leinster Northampton, qui a été une finale d'une toute beauté. Comme j'ai dit, moi, je me suis assis au volant d'une Ferrari, j'ai eu juste à tourner le contact et ça a roulé tout seul. Ma référence restera ce match-là. Et après, le match qui m'a fait le plus mal, mais qui m'a aussi permis de m'ouvrir humainement, c'était en 2013 quand je commets une erreur sur un match important parce que c'était ma petite finale à moi. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, où j'ai trahi par une erreur de décision l'issue finale du score. Et là, il n'y a rien de plus terrible pour un arbitre. Moi, c'était pas tant la difficulté me concernant, c'était toute ma famille, puisqu'il y avait eu des blogs sur Facebook où les Sud-Africains me coupaient la tête. Je suis parti d'un principe simpliste, c'est que dès qu'on se met en scène, il faut qu'on accepte d'être jugé par n'importe qui. Et pas par n'importe comment, mais bon, la forme importe peu. Et c'est juste des leviers qui permettent de se remettre en question et puis d'aller chercher des choses qu'on n'a peut-être pas forcément l'opportunité d'aller chercher parce que le vécu et la personnalité trahissent peut-être aussi l'honnêteté dans l'analyse. Et c'est ces mots-là qui aident aussi un arbitre à avancer et à réfléchir sur des choses qu'il avait peut-être ou qu'il aurait peut-être naturellement laissé de côté. La préparation, elle est à l'identique. C'est-à-dire qu'on va faire un retour d'expérience sur le match précédent. Ensuite, on va se projeter sur la période analytique des équipes, que ce soit sur les formes de jeu, les comportements, etc. Tout en ayant conscience que plus on va se hisser dans la hiérarchie du sport, plus ça va aller vite, plus ça va être fort et les choses vont être décuplées. Après, on arbitre ce qu'on a devant nous. Et on sait pertinemment, par exemple, qu'au niveau international, toutes les décisions pèsent. Donc, les joueurs sont plus avertis, sont plus concentrés sur la discipline. En Coupe d'Europe, c'est plutôt du jeu total. Donc, c'est vraiment un plaisir personnel, on va dire, même si on n'a pas à le dire. Et en top 14, c'est plutôt l'usure du temps. C'est quelque chose qu'on connaît,
dans lequel on s'inscrit, dans lequel on vit. Après, c'est le niveau qui fait qu'on va peut-être avoir des réactions qui sont différentes. Et c'est l'enjeu aujourd'hui et qu'on a débuté depuis plusieurs années maintenant, c'est d'arriver à rassembler toutes les sensibilités arbitrales, qu'elles soient du nord ou de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud, ou même, on le voit dans le nord entre l'approche britannique et l'approche un petit peu latine française, où on essaye d'avoir de la cohérence. Même si les individus sont tous différents, il y a ce souci de cohérence pour que tout le monde puisse et soit en capacité de comprendre ce que les arbitres sifflent. Devenir international, c'est d'abord mesurer le privilège qu'on a de pouvoir participer aux plus grands événements de notre sport. C'est aussi le privilège de découvrir des nations, de découvrir des populations, de voir des choses différentes. Et c'est ce qui fait aussi évoluer l'esprit et la personnalité de l'arbitre, mais c'est surtout un privilège. C'est un privilège d'avoir pendant 15 années, moi, au niveau professionnel, eu cette chance-là de pouvoir rencontrer des personnes différentes, qui ne vivaient pas dans les mêmes conditions que moi, et qui vous amènent aussi des réflexions qui là encore, vous font grandir en tant qu'homme. L'arbitrage français, il n'est pas meilleur ou moins bon que les autres. Il évolue dans un championnat qui est très médiatisé, où évidemment on y retrouve les meilleurs joueurs du monde avec un niveau très difficile. Et un arbitre gallois qui a eu des difficultés à diriger une rencontre qui était Perpignan-Montpellier parce qu'il n'était pas confronté à ça en permanence. Et il avait peut-être pas switché sur le fait que ça peut être très dur d'arbitrer le top 14. Quand on le regarde à la télé, on le juge, mais quand on est dedans, il faut vraiment mesurer la difficulté de l'exercice. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, alors avec beaucoup d'humilité, c'est qu'une fois que vous avez arbitré un match de top 14, vous pouvez largement arbitrer un match de Coupe d'Europe, voire un match international. Parce que la difficulté, et puis parce qu'aussi on s'inscrit dans cette répétition, dans la routine d'arbitrer un championnat domestique, fait qu'il y a des faits de jeu, il y a des jugements à faire qu'on ne retrouvera jamais ailleurs, mais qui seront salvateurs pour nous former et nous mettre dans des bonnes conditions et pas nous placer dans l'adversité qu'on peut avoir sur des matchs de très haut niveau. Bon, bizarrement, et ça va peut-être surprendre certains supporters, l'arbitre, il n'est pas du tout là pour être identifié ou s'identifier ou passer à la télé. C'est plutôt un arbitre réussit sa performance dès lors qu'on ne va pas parler de lui et qu'il va rentrer sur le terrain et en sortir sans qu'on l'ait aperçu. Après, bien évidemment, qu'on préfère les selfies aux insultes en sortant des stades. Et puis, l'évolution de notre métier a fait que l'approche des gens était assez différente. On recontextualise la chose en étant un acteur du sport et qu'il pourrait y en avoir plein qui pourraient avoir la même chance et la même opportunité que nous, voire la même capacité. Mais parfois, on a des opportunités qu'on saisit et on se retrouve là où on est et avec beaucoup de plaisir. Mais la notoriété, ce n'est pas du tout quelque chose qui poursuit l'arbitre, au contraire. Alors c'est un métier qui est très exigeant et qui est aussi solitaire, donc qui demande beaucoup de motivation. Et ça passe par des séances de préparation physique dans un premier temps. Le lundi matin, c'est récupération et puis renforcement musculaire du week-end passé. Avec l'après-midi, on débute l'analyse du match. Le mardi, c'est l'activité un petit peu plus forte sur le terrain, activité lactique et du renforcement. L'après-midi, on termine notre analyse du match qu'on a dirigé le samedi. On met en confrontation notre analyse avec le superviseur et aussi avec son coach. Le jeudi, on se reprojette, on bascule là sur l'événement à venir pour que nous, on adapte aussi notre présence. Et le vendredi après-midi, on termine toutes les analyses et puis les prises de contact avec les différentes personnalités qui vont être impliquées dans l'événement du samedi. Alors, il y a une évolution depuis une dizaine d'années maintenant, c'est que la règle évolue pour retrouver un équilibre dans la communauté et permettre aux équipes d'avoir les mêmes chances. Et c'est vrai que de par la complexité de ce sport qui est très légiféré et qui apporte beaucoup d'incompréhension, on peut se retrouver dans l'adversité avec les joueurs, de la contestation, mais c'est plus de l'incompréhension que véritablement de l'adversité pour mettre quelqu'un en danger ou refaire une décision, parce que la décision, quoi qu'il arrive, une fois qu'elle est prise, elle n'est jamais changée. Il n'y a pas d'avantage à donner, il n'y a pas de désavantage ou d'inconvénient à attribuer.
C'est juste que tout le monde soit en capacité de se comprendre et se tenir main dans la main pour arriver à la 80e minute et que le roi à la sortie du terrain, ça soit le sport et uniquement le rugby et pas des comportements de joueurs ou des comportements d'arbitres qui auraient pu trahir une issue de compétition. Il est évident que l'évolution médiatique et l'évolution des outils qui ont été mis à notre disposition vient certainement d'un besoin de société. Pour nous, c'est une valeur ajoutée indéniable pour le rôle de l'arbitre. On parle de micro, ben, c'est simplement verbaliser et communiquer sur une décision que à 1 mètre, on a vu, mais que peut-être à 60 mètres dans des tribunes ou un entraîneur sur le bord n'a pas vu de la même façon. Donc ça permet de l'expliquer. Donc ça permet aussi aux gens et aux néophytes de bien comprendre les règles. La vidéo, pour nous, c'est un outil indispensable parce que vu les enjeux aujourd'hui, la vidéo, c'est nécessaire parce que l'œil humain ou même la perception humaine ne peut pas être aboutie avec tous ces matériaux et tous ces outils qui nous permettent d'être dans la performance. Et les attentes financières aujourd'hui, les enjeux financiers du sport ne laissent pas la place à l'incompréhension ou à l'incompétence. Et la vidéo nous permet d'avoir des décisions les plus justes, même si des fois c'est plutôt un levier de communication pour vendre une décision ou pour faire adhérer tout le monde à la décision. Mais la vidéo, pour nous, ça a été un apport non négligeable dans la prise de décision et des décisions qui ont des valeurs assez lourdes sur la fin d'une rencontre. Mais pour nous, c'est que du positif. Je vais peut-être choquer les gens, mais on n'a aucune difficulté avec les erreurs. Les erreurs font partie de la vie et malheureusement, on essaye de les limiter. Bien évidemment qu'on essaye de ne pas en commettre, mais les joueurs, au même titre que les arbitres, commettent des erreurs, font des en avant, sont hors jeu. Il y a des fautes, donc on les siffle, nous. Mais on ne va pas rejeter la faute que sur eux. Et bien évidemment qu'il y a des erreurs de décision. Et c'est là où le bas blesse pour nous, parce que on ne cherche pas à trahir, comme je disais, des scores, trahir des équipes. Mais malheureusement, l'homme est fait ainsi. Il est fait de qualité et de défaut, de force et de faiblesse, et de bonnes décisions comme de mauvaises décisions. On rapporte assez simplement tout ça au fait de mettre un ordinateur au milieu d'un terrain et de lui ingurgiter les 26 règles. Je peux vous garantir qu'au bout de 5 minutes, il n'y a plus personne dans les tribunes parce que s'il faut tout ce qu'il voit, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus rien. Donc voilà. Après, c'est trouver justement cet équilibre, se préserver des erreurs. Mais nous, on a aucun problème. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec mes erreurs parce que je sais que malheureusement, je vais en commettre. Je commettrai des erreurs avec beaucoup d'honnêteté. Pas de malhonnêteté, mais beaucoup d'honnêteté. Mais j'ai complètement accepté mes erreurs, comme j'accepte celles des autres. Et puis voilà, après, on s'en sert comme de levier de performance pour changer les choses et pas se remettre dans la difficulté. Mais le leadership, il est aussi naturel. Et moi, je parlerai de leadership par l'exemplarité. Malgré les erreurs, eh bien, on va essayer de limiter. Et l'exemplarité, c'est donner le meilleur de soi-même et être le plus juste possible. Et ça c'est une forme de leadership pour moi, quoi. Alors déjà, la finale 2022 ne m'appartient pas, mais je suis postulant. Je suis postulant comme tous mes collègues et j'espère avoir l'opportunité d'aller le plus loin dans la saison pour finir par ces matchs de phase finale parce que mine de rien, ce sont des matchs, on se bat toute l'année dans des conditions plus ou moins favorables pour vivre ces moments-là parce que c'est des moments magiques. Il fait beau, les gens sont heureux, c'est la fête. Enfin, c'est vraiment un moment particulier et c'est le moment dans lequel on a envie d'exister aussi. Moi, j'ai une carrière relativement bonne et sincèrement, je la ferai, j'en serai très honoré. Mais si je la fais pas, j'aurai aussi le devoir de mémoire par rapport à ce que j'ai pu faire et ce à quoi j'ai accédé dans ma carrière. Donc, bien évidemment que je vais mettre beaucoup de conviction pour y arriver. En plus, ça sera mon dernier match, ma porte de sortie et on aime bien que la sortie soit belle et grande. Mais elle peut être tout aussi belle et tout aussi grande avant. Donc voilà, non, je ne me pose pas la question de savoir comment je vais finir. Je suis déjà projeté sur mon avenir et il y a des opportunités pour rester dans le sport, il y a des opportunités pour travailler dans le monde du business et les formations que j'ai faites m'ont enrichi et m'ont aussi donné des envies. Donc voilà, pour l'instant, ma vie sera encore dans le rugby sur les 2 prochaines années puisque j'intègre un staff de club.
Mais après, je m'interdis rien du tout parce que, mine de rien, à mon âge, il me reste encore du temps à cotiser pour m'offrir une petite retraite assez agréable. Ça restera certainement un des regrets de ma carrière parce qu'il y avait eu des échanges avec des personnes qui étaient dirigeantes et on m'avait laissé entendre que si je me donnais les moyens, je pouvais arriver à 2023 et puis ça aurait été l'opportunité de finir à la maison et tout. Mais comme j'ai dit, il n'y a rien qui m'appartient. J'ai un certain âge, j'ai fait une très belle carrière pour laquelle je suis très fier. Et il y a aussi des jeunes qui ont envie de faire ces carrières-là, donc il faut savoir laisser la place. Ça a été un peu brutal, mais bon, comme je dis, je me suis très vite tourné vers l'avenir parce que c'est ce qui me permettait aussi de garder la banane et puis de garder un esprit assez libéré, plutôt que de m'enfoncer dans des combats qui n'ont pas de sens. Et voilà, donc après 2023, je serai comme tout le monde. Je serai encore plus supporter que je l'étais avant, parce que c'est vrai que quand l'équipe de France n'allait pas loin, il y avait une opportunité pour l'arbitrage français. Mais non, non, en plus, sincèrement, c'est peut-être le meilleur moment pour arriver au bout. Ce sera un bel événement que je vivrai différemment et peut-être avec autant de passion qu'avant.